Nous sommes de retour sur le plateau de 26 minutes pour comprendre. Nous sommes avec Jérémy Zébian. Jérémy, bonjour. Bonjour, Comment tu vas? bien, merci. Je sais que tu étais à Deloitte Oui, et justement, tu tournes vraiment autour de tout ce qui est entrepreneuriat et autres. Tu as beaucoup d'amis entrepreneurs, tu as accompagné également des entrepreneurs, mais moi, j'aimerais vraiment que tu te présentes à ceux qui nous regardent ce soir. d'accord. Alors, je m'appelle Monsieur Jérémy Nzébian. Mhm. Je suis le cinquième d'une fratrie de six. Ok. Et je suis quelqu'un de profondément attaché à la création de valeur. C'est quelque chose que je tiens de mon éducation familiale, parce que mon père est quelqu'un qui est amoureux de la performance. Ok. Et donc, tout le long de ma vie, j'ai gardé chevillé à moi l'obsession de créer de la richesse. Et très tôt, mon père est un financier, m'a amené à aimer tout ce qui est finance, comptabilité, la gestion de l'argent. Mhm. Et donc, j'ai commencé mon parcours avec cette formation de financier. Ok. Puis, en évoluant, j'ai compris rapidement que gérer l'argent sans comprendre les projets, c'est pas très optimal. En tout cas, ça limite ton champ d'action. Donc, en plus de mon profil de financier, j'ai embrassé une aventure entrepreneuriale. Puis, je me suis spécialisé dans la gestion de projets. Et donc, naturellement, c'est ce qui d'ailleurs m'a amené à Deloitte, où j'ai eu l'occasion d'accompagner des acteurs du secteur privé, du secteur public et des IDO, donc des International Donors, bailleurs de fonds. Mhm. Sur la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de projets. Tout ça pour être sûr de comment on fait pour créer de l'argent. Parce que mon ambition, enfin ma raison d'être, c'est de créer assez de richesses pour que moi et tous ceux qui sont autour de moi puissent vivre heureux. Justement, avec cette expérience-là, j'ai envie de te poser la première question. Le climat des affaires au Gabon est-il propice à l'émergence des PME? Alors, à cette question, il y a deux réalités qui s'opposent. Il y a la réalité de la loi et il y a la réalité du quotidien. D'un point de vue normatif, oui, l'environnement des affaires au Gabon est très attractif. On a une entité dédiée, l'ANPI, qui permet la création d'entreprises dans un temps relativement court. Les barrières à la création sont quasiment nulles parce que les montants pour créer sont abordables. La documentation également est facilement accessible. Mais de notre côté, on a la réalité du quotidien. C'est que aujourd'hui, se formaliser au Gabon, c'est peu pertinent pour les porteurs de commerce ou d'activité. On a une concurrence très, très rude dans les secteurs d'activité. On a la taille du marché qui est petite. On a les compétences qui sont rares et chères. Et on a la concurrence de la sous-région, des autres pays de la sous-région, qui font que entreprendre dans certains secteurs au Gabon est beaucoup plus onéreux que dans d'autres cieux de la sous-région. Donc, on est plus souvent poussé dans certains secteurs d'activité, comme le service, comme l'industrie extractive, parce que là, on a beaucoup plus de latitude à s'exprimer quand on porte un projet. Justement, tu as essayé de dépeindre, bon, pas tu as essayé, tu as dépeint l'environnement, on va dire, en griffe économique local. Et j'ai envie de, vraiment, sur le côté entrepreneur, est-ce que tu penses que les politiques publiques sont en parfaite adéquation avec le mindset des Gabonais? Alors là encore, il faut recentrer le débat. Aujourd'hui, si vous me demandez d'analyser l'environnement de l'entrepreneuriat gabonais, en fait, vous me demandez d'analyser l'économie gabonaise. Parce qu'aujourd'hui, l'économie gabonaise est portée à plus de 80% par des PME et des grandes entreprises locales. Dans ce contexte, il y a des réalités complètement différentes. Alors, je vais segmenter notre économie portée par 4 grandes catégories d'entreprises. Donc, d'abord, vous avez les plus grandes. D'après le récent recensement général des entreprises qui a été fait en 2021 et 2022, publié en 2023, il est déclaré qu'au Gabon, on a à peu près 66 000 entreprises actives. Dans les 66 000 entreprises actives, on a 62% qui sont dans l'informel et à peine 37% qui sont dans le formel.
À l'intérieur de ces entreprises formelles, vous avez la catégorie des grandes entreprises, donc qui sont des entreprises qui comptent entre 200 et plus de salariés. Ces entreprises-là sont très souvent des représentations de grands groupes étrangers, des filiales voilà, qui portent l'économie gabonaise et qui sont très concentrés sur tout ce qui est industrie extractive, mines, pétrole, bois. Vous avez beaucoup de services aussi, services télécoms, services bancaires, et vous avez des holdings qui gèrent différents plans d'activité et aussi la grande distribution. Donc, ça, ce sont les grandes entreprises. Elles ont une réalité particulière. C'est que elles ont un accès facile à la commande publique, elles ont des facilités de financement et elles ont très souvent le soutien des maisons mères étrangères. Donc, elles arrivent à tenir économiquement, mais elles sont aussi très peu. Dans ce recensement, on dit qu'il n'y a que 50 entreprises au Gabon qui répondent à ces standards-là. 50 entreprises de cette qualité dans un environnement comme le nôtre. À titre de comparative, en France, par exemple, ce qu'on appelle le CAC 40, c'est 40 entreprises qui portent plus de 60% de l'économie française, ce qui est très loin d'être le cas pour nous. Ensuite, après les grandes entreprises, vous avez les moyennes entreprises. Donc là, c'est entre 50 et 150 et 100 employés. Ces entreprises-là sont pour la majorité mi-formelle, mi-informelle, c'est-à-dire qu'elle a sa fiche circuit, elle a sa patente, mais par exemple, elle n'est pas à jour sur sa CNSS et sa CNAMGS, à titre d'exemple. Ces entreprises-là ont une réalité qui est complexe parce qu'elles sont assez structurées pour pouvoir travailler avec les grandes entreprises, mais elles ont des nécessités vitales de trésorerie qui sont à l'opposé des pratiques des grandes entreprises. Donc, elles sont très vulnérables financièrement. Et il y a un très fort taux de mortalité dans ce segment. Concrètement, vous avez une entreprise de taille moyenne qui va gagner un deal avec une grosse entreprise. La grosse entreprise, pour ses standards, va dire que nous, on paie des factures sous trentaine, ou alors sous 30 jours ou sous 60 jours. L'entreprise moyenne, elle a besoin de trésorerie pour vivre durant ces 30 ou 60 jours. Du coup, elle va aller auprès de la banque, souvent demander de la trésor pour pouvoir supporter ses charges. Et quand la grande entreprise va payer, la banque va récupérer plus de la moitié de la marge. Donc, ces moyennes entreprises se retrouvent vulnérables parce qu'elles ont de la commande, elles ont de l'activité, mais elles ont très peu de marge. Donc, leur exploitation est soutenable, mais leur investissement est très faible. Du coup, pour passer du statut de moyen à grand, c'est souvent difficile et la plupart meurent. Après, vous avez les petites entreprises. Les petites entreprises sont très souvent dans l'informel. Mais c'est aussi elles qui sont... qui représente la plus grande partie du tissu économique. D'après l'étude dont je vous parle, c'est à peu près 33 000 entreprises qui comptent entre 1 et 50 employés dans des activités du quotidien, salon de coiffure, petits restaurants, petits bars, boîtes de nuit. Donc, elles ont une spécificité, c'est qu'elles se créent très facilement. Elles emploient une dizaine, une vingtaine de collaborateurs, mais elles sont extrêmement mortifères. Parce que du jour au lendemain, pour peu que le porteur de l'idée, par exemple, soit en incapacité, l'activité meurt complètement. Parce qu'elles ont très peu accès au financement, elles ont très peu accès à la commande publique, elles ont des sécurités financières quasi inexistantes et souvent reposent sur la notoriété du porteur de l'activité. Et donc, tout ça fait que notre tissu économique est plutôt fragile parce qu'il est porté que par une catégorie d'entreprises, donc les grandes, qui font vivre le reste du tissu. Mais même ces grandes entreprises ont une réalité, c'est que la plupart des capitaux vont à l'étranger et que ceux qui restent en local est très faible pour porter le reste de l'industrie. Donc, c'est comme ça que je pourrais décrire et analyser notre tissu économique. Mais justement, selon toi, je vais quand même oser, comment inverser la tendance?
Il faut nationaliser des secteurs à forte valeur ajoutée, donc tout ce qui est extractif, mines, pétrole, bois. Il faut le nationaliser à foison. Et quand je dis nationaliser, ce n'est pas chasser un directeur général blanc pour mettre un directeur général gabonais. Ça n'a aucun effet porteur. C'est que les capitaux de ces entreprises soient détenus par des locaux et non pas par des étrangers. Parce que l'équation est simple. Si dans le capital, vous représentez 60% des actions, lorsque les dividendes arrivent, on vous verse 60% des dividendes. Et donc, ces dividendes, vous pouvez décider, bien sûr, d'empocher une petite partie, mais de réinvestir le reste. Alors que si ces 60% appartiennent à des étrangers, les dividendes sont payés à l'étranger et sont réinvestis à l'étranger. Donc, premièrement, il faut nationaliser certains secteurs à forte valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée qui est créée dans les industries de rente, il faut les réinvestir dans des secteurs à forte structuration, comme l'agriculture. Pourquoi? Parce que quand on développe l'agriculture, en fait, on développe une chaîne de valeur riche, immensément riche. Vous développez les routes, vous développez les transports, vous développez les services, vous développez les infrastructures de stockage, les infrastructures de transformation. Et l'exemple parfait pour décrire ça, c'est la zone économique d'un coq. Je n'aime pas souvent parler de politique, mais en 2010, lorsque le président Ali Bongo décide d'interdire l'exportation de bois en grumes au Gabon, tout le monde le traite de fou. L'industrie s'effondre en quelques mois. Des dizaines, une cinquantaine d'entreprises ferment. Et on prédit le chaos total. 10 ans plus tard, la zone économique d'un coq est vendue à l'international comme une masterclass de transformation économique. Le Gabon est numéro 1 d'exportation de contreplaquets. L'ensemble de nos forêts sont exploitées de manière durable. À peu près 90% des acteurs sont certifiés par des normes internationales. Et le secteur du bois et de l'agroforesterie emploie énormément de Gabonais. Donc concrètement, c'est comme ça qu'on fait pour inverser la tendance. On prend de la valeur dans des secteurs rentiers et cette valeur, on la réinvestit sur des activités structurantes. Ok. On va profiter de toi encore un peu. Pour un Gabonais qui veut se lancer dans les affaires, dans le business aujourd'hui, quels sont selon toi les secteurs porteurs? Où investir? Alors, il faut comprendre que quand on veut lancer une activité, soit on crée son marché, soit on suit la vague de l'attractivité ambiante. Pour suivre la vague de l'attractivité ambiante, il suffit de regarder les politiques publiques. Aujourd'hui, M. Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu sur la base d'un projet de société qui a, si mes souvenirs sont bons, 6 piliers de son action politique. Donc, il faut analyser les 6 piliers et se demander dans lequel de ces piliers je peux lancer une entreprise pour générer de la valeur. Après, on peut créer son marché. En se disant, je pense que l'environnement mondial évolue d'une certaine manière. Par exemple, on voit l'éclosion de tout ce qui est intelligence artificielle. On peut se dire, cette réalité va bien finir par arriver au Gabon. Donc, moi, j'y vais et les politiques publiques vont finir par me rejoindre. C'était l'exemple des télécommunications. Lorsque des acteurs comme Airtel ont lancé Airtel Money, c'était des choses lunaires. Exactement. Personne n'y pensait, personne ne pensait que ça devait marcher parce qu'on était attaché à la banque classique. Aujourd'hui, même la grand-mère qui est à Makongogno paye par Airtel Money. Et c'est aujourd'hui que même la législation commence à s'organiser autour de tout ce qui est paiements digitaux. On commence à taxer ça, on commence à réguler ça, mais c'est complètement une innovation. Donc voici 2 manières de se lancer, mais n'oubliez pas, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat parce que vous voulez payer vos factures, payer l'école de vos enfants, vous avez de très très fortes chances d'échouer. Justement, j'ai bien compris tout ça. Et j'ai envie de dire ma question ultime. Que faut-il pour créer des champions locaux au Gabon? Qu'est-ce qu'il nous faut sur le plan structurel, sur le plan législatif? J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il nous faut?
Déjà, j'ai envie de vous dire tout de suite qu'ils existent, les champions nationaux. On n'en parle juste pas assez. On préfère parler de Facebook, de Apple, plutôt que de parler d'Urban FM, de BGFI, de Mika Service, le call center de Libreville. J'oublie juste le nom. Mais c'est des exemples d'entreprises gabonaises qui ont pignon sur rue. Je ne sais pas si vous réalisez, aujourd'hui, BGFI, c'est la première banque d'Afrique centrale. Si BGFI ferme, ce n'est pas juste le système bancaire gabonais qui est en difficulté, c'est toute l'Afrique centrale. C'est une banque locale. OK? Urban FM, c'est une radio qui, il y a quelques jours, a fêté ses 15 ans. Vous comptez le nombre de radios qui ont fermé ces 15 dernières années? Certaines se sont créées, d'autres ont fermé. Eux, ils sont restés constants sur 15 ans. Vocal Centre. Exactement, c'était Vocal Centre. Qui est le premier call center du Gabon. Il a été créé il y a combien d'années? Toutes les plus grandes entreprises du Gabon ont utilisé les services de cette entité, mais on en parle très peu. Donc aujourd'hui, je pense que pour créer les champions nationaux, il faut juste changer de prisme, changer le regard. Arrêtons de regarder le politicien qui a 6 VX, qui a une jolie villa à la Sablière. Parce que lui, il a son modèle économique. Regardons les porteurs de projets qui ont leur lot de difficultés, mais qui ont aussi leur lot de succès. Parce qu'ils forment des gens. Ils créent d'autres champions. Ils créent une vraie émulation. Et dès qu'on va le faire, on va créer des modèles. Des modèles de personnes qui réussissent dans le business, qui réussissent dans l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça qu'on va susciter des vocations auprès des jeunes qui sont en train de se former. Juste pour vous faire un exemple, aujourd'hui, la plupart des gens qui sont en formation vont arriver sur le marché de l'emploi avec des formations qui sont à des années-lumière de la réalité de l'emploi. Donc, lorsqu'elles vont arriver dans le secteur du travail, enfin dans le marché du travail, les grandes entreprises n'en voudront pas trop parce que ça va leur coûter trop cher de les former. Les entreprises moyennes vont les réclamer, mais eux, ils ne voudront pas d'eux parce que les niveaux de rémunération ne vont pas les intéresser. Et donc, très souvent, ils vont se retrouver dans les petites entreprises, soit qu'ils vont lancer eux-mêmes, soit pour lesquelles ils vont être employés. Et quand ils seront employés, ce sera des salaires précaires. Quand ils vont les lancer eux-mêmes, ils seront fortement exposés à la réalité difficile du monde de l'entrepreneuriat. Donc, ils vont tous se rabattre dans la politique. Parce qu'on nous a fait croire que dans la politique, du jour au lendemain, tu peux devenir riche. Et donc, on va toujours se retrouver avec des gens qui font du bruit dans ce secteur pour qu'on voit leur réussite, et très peu qui sont dans l'entrepreneuriat, qui ont des difficultés quotidiennes, mais qui créent de la richesse. Et moi, mon cheval de bataille, c'est de montrer à quel point l'excellence gabonaise est capable de créer de la richesse dans ce secteur-là, dans le business. C'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance à accompagner le maximum de personnes que je peux accompagner, à travailler sur des sujets qui ont un impact concret sur les entrepreneurs et l'écosystème. Partout où je suis passé, que ce soit au ministère du Budget où j'ai été consultant financier, que ce soit à Deloitte où j'ai porté l'offre de services dédiés aux PME et aux startups, que ce soit sur mes activités associatives avec l'initiative CORD qui réunit des acteurs qui portent cette ambition de faire rayonner l'excellence gabonaise. C'est ça mon cheval de bataille. C'est de montrer à quel point le Gabonais est talentueux et pas qu'en politique. Okay. Mais j'ai envie de poser une question. Tu as parlé de Mika Service, de Vocal Centre et autres. Encore que Mika Service, on le voit maintenant un peu partout, là, sur plusieurs chantiers. Mais pourquoi nos exemples de réussite sont si discrets? Une fois de plus, c'est très contextuel parce que dans notre environnement, la réussite financière entraîne inexorablement vers l'exposition politique. Or, les hommes d'affaires prospèrent au Gabon, pour ne pas avoir de problème dans leur activité, préfèrent éviter le feu des projecteurs pour ne pas laisser entendre qu'ils aient un intérêt politique. Donc, leur réussite est très souvent mise en sourdine. Ils préfèrent réaliser des choses plutôt que d'en parler. Donc, il faut être un professionnel pour être confronté à ça et se rendre compte de la puissance de certaines personnes. Vous savez, j'ai eu la chance, dans mon parcours, d'assister à des conseils d'administration où vous écoutez des noms
vous regardez ce qu'il représente et vous réalisez que vous l'avez croisé il y a quelques jours à Prix-Import, il n'avait pas de garde du corps. mais c'est des gens qui ont des fortunes immenses parce qu'ils font du business et du business qui marche. Il y a des gens qui sont plus connus par leurs produits que par leur identité. Ce qui est l'opposé des entrepreneurs, de ce que j'appelle les entrepreneurs bling-bling, où sa société, c'est dans son sac, mais il est sur tous les plateaux feutrés, il est dans toutes les soirées de gala, c'est lui qui reçoit tous les prix, mais quand tu regardes sa part sur le PIB national, elle est très proche de zéro. Et souvent, je continue à profiter de ta présence là sur le plateau. Est-ce que nos politiques sont au fait des réalités de nos entrepreneurs? Est-ce que, et j'ai envie de dire, et justement, on a lancé une émission pendant la période des élections locales, législatives. À chaque fois, on posait la question aux candidats, quelle est la place des entrepreneurs dans vos plans d'action? Une fois de plus, tu vois, ça, c'est un biais qui est complètement erroné. Lorsque vous regardez le plan stratégique Sénégal émergent, à aucun endroit on ne demande où est la place de l'entrepreneur sénégalais dans ce plan. Vous regardez le plan stratégique Côte d'Ivoire émergent, on n'en parle pas. Vous allez aux États-Unis, en France, partout. Parce que c'est le businessman qui crée le politicien, parce qu'il le finance. Je vais donner un exemple malheureux, mais il y a un chef d'État français qui a même été condamné parce qu'il a reçu plus qu'il ne devrait. Et donc, c'est la démonstration que nous, au Gabon, on a un prisme politico-économique plutôt que économico-politique. Donc, c'est pas aux hommes politiques de donner de la place aux entrepreneurs. C'est aux entrepreneurs de démontrer aux hommes politiques que s'ils ne mettent pas en place un environnement propice, eux, ils vont arrêter leur activité. Et s'ils arrêtent leur activité, ils créent de l'insécurité sociale. Et il n'y a aucun homme politique qui veut voir une crise sociale démarrer. C'est intéressant, ça. Ok, merci beaucoup. En fait, là, tu as complètement démoli mon argumentaire sur la surtaxe des PME. Complètement. Mais elle est réelle. Ouais. La surtaxe des PME, elle est réelle. Parce qu'une fois de plus, notre système économique est basé pour favoriser celui qui le nourrit. Et comme je vous ai dit, ceux qui nourrissent l'environnement économique, ce sont les grandes entreprises. Exactement. Donc, on va créer un système de taxation qui ne dérange pas trop les grandes entreprises. Au détriment des plus faibles. Mais j'ai envie de vous dire, c'est monsieur Elon Musk qui le disait, si vous retirez 500 à un milliardaire, vous perdez une voix. Mais dans ces 500, si vous prenez 100 francs que vous reversez à 5 pauvres, vous gagnez 5 voix et ça s'appelle le socialisme. Mais il n'y a aucun chef d'entreprise qui est socialiste. Les chefs d'entreprise, ils sont capitalistes. Il garde ses 500 et il va aller chercher les 100 francs du pauvre. Donc aujourd'hui, les grandes entreprises, leur seul intérêt, c'est de sécuriser leurs avoirs, de sécuriser leurs dividendes. Et ils font tout pour que le système normatif le favorise. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait une volonté politique qui dise aux grandes entreprises, OK, continuez votre business, mais faut quand même tenir compte du reste du tissu. Et ce tissu qui majoritairement est porté par l'informel, c'est parce que le secteur informel ne leur propose rien d'attractif. Donc, il faut créer des mécanismes qui permettent à ces entreprises dites informelles de se rapprocher un peu plus de la formalisation et de leur donner des coussins d'action qui permettra qu'ils cassent leur plafond de verre et qu'ils puissent envisager l'avenir avec confiance, ce qui est encore loin d'être le cas dans notre environnement. Merci beaucoup. Tu as parlé de la zone économique d'Hong-Kong. Pour le commun des mortels, heureusement, merci déjà pour tes positions là-dessus. Pour le commun des mortels, elle ne sert à rien. Et pour eux, c'est un échec parce qu'on voit pas la baisse des prix sur tout ce qui est fabrication, sur le prix des meubles, par exemple, fabriqués à travers le bois
le bois gabonais, etc., etc. Moi, j'aimerais vraiment que tu reviennes là-dessus et que tu nous parles, euh, tu nous dises concrètement, c'est quoi l'impact aujourd'hui de la zone économique de Nkok dans le business local. Alors, à titre d'exemple, vous savez, historiquement, au Gabon, le secteur public est le premier employeur. Exactement. Historiquement. Il est arrivé entre 2013 et 2014 que le premier employeur du Gabon, c'était la zone économique de Nkok. Parce que justement, tous ces projets ont créé de l'emploi. Vous me direz certainement que c'était des emplois précaires, je l'entends, mais c'est des emplois quand même. Aujourd'hui, cette zone économique de Nkok reste le deuxième employeur local. Après l'État, c'est la zone économique de Nkok. Mais l'impact réel a du mal à se ressentir. Pourquoi ? On va revenir à la notion de capitalisation. Quelles sont les entités présentes dans cette zone économique ? C'est majoritairement des Asiatiques ou un peu des Européens. Et donc, la majorité des revenus issus de ça vont à l'étranger. Quand vous regardez le secteur de l'agroforesterie, de l'exploitation forestière au Gabon, les locaux, les nationaux, sont très peu. L'acteur emblématique qui était la SNBG a disparu. Aujourd'hui, elle est en train de un peu renaître de ses cendres, mais il reste très peu d'acteurs locaux. On peut citer l'ACEF, qui est l'un des plus vieilles acteurs, qui est complètement local, mais qui a des difficultés à continuer d'exister parce que la législation est de plus en plus lourde sur la structure de coûts. Aujourd'hui, lorsque vous êtes un exploitant forestier, rien que la réglementation, c'est à peu près 60% de votre structure de coûts. Donc, les marges sont très, très faibles. Et vous avez de la concurrence des sociétés qui sont dans la zone économique de Nkok, qui sont exonérées de quasiment tout, mais qui sont sur les mêmes marchés que des sociétés logées hors de la zone économique de Nkok, qui elles, sont soumises à des taxes énormes. Après, il y a le marché. C'est un business attractif parce que le marché chinois était en plein boom avec le secteur immobilier chinois qui achetait énormément de bois. Aujourd'hui, il y a la crise immobilière en Chine, donc on vend de moins en moins de bois en Asie. Donc, il faut se rapatrier sur des marchés européens qui sont en termes de taille beaucoup plus petits, en termes de rentabilité beaucoup moins intéressante, mais en termes de normes beaucoup plus dures. Donc, les acteurs forestiers se retrouvent à devoir investir dans la normalisation, se faire certifier, etc., pour au final rentrer dans un marché qui économiquement n'est pas si intéressant. Donc, comment faire pour que de telles initiatives soient palpables dans la vie quotidienne des Gabonais ? C'est en changeant de prisme sur la capitalisation des entreprises qui y sont présentes. Il faut que de plus en plus de Gabonais, j'ai envie de dire de riches Gabonais, investissent dans l'économie gabonaise pour que la richesse de l'activité gabonaise reste au Gabon. Le pouvoir en place a commencé en obligeant, par exemple, toutes les entreprises qui font plus de 2 milliards de chiffre d'affaires à avoir leur siège social au Gabon, en interdisant l'exportation brute du manganèse, etc. Donc, c'est quelques mesures qui, à terme, pourraient avoir des résultats. Mais une fois de plus, en stratégie, on dit que quand on connaît la stratégie, on ne discute pas des étapes parce qu'on sait où on va. Aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment qu'on nous présente beaucoup d'étapes sans nous expliquer quelle est la stratégie. Et donc, pour que le Gabonais soit rassuré, pour que l'investisseur gabonais soit rassuré, il faut connaître la big picture pour savoir, OK, si je mets mon argent aujourd'hui, où est-ce qu'on va sur les 5-10 prochaines années ? Parce que les investissements de rentabilité 6 mois, ça n'attire que des petits tickets. Ouais. Quand on veut faire du vrai business, c'est des investissements qui ont des rentabilités à 10, 15, 20 ans. Et là, on parle de millions d'euros, de millions de dollars. Si on n'a pas de visibilité, personne ne s'assoit sur la table. C'était Jérémy Zébian pour 26 minutes pour comprendre. À très bientôt.